Alors, plusieurs thématiques ont été abordées dans ce dernier reportage qui sont directement en lien avec le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS. Le grand âge, le handicap, la jeunesse ou encore l'accès aux droits. Quel chemin a été accompli depuis 5 ans dans ces différents domaines, mais aussi quelles sont les pistes d'amélioration? Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir 2 spécialistes de la protection sociale. Pierre Madec, tout d'abord. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Vous êtes économiste au sein de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Bruno Palier, bonjour, directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po. Donc Bruno Palier, vous êtes l'auteur très récemment, ce n'est pas le seul, mais c'est votre dernier ouvrage du livre « Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord », publié récemment aux éditions PUF. Et puis je vais me tourner tout d'abord vers Pierre Madec pour justement, si on essaie d'aborder un peu toutes ces questions thématique par thématique, la situation des personnes en situation de handicap aujourd'hui reste complexe, hein, malgré un certain nombre de progrès. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire de cette société inclusive, hein, qui a été, d'ailleurs c'est le gouvernement semblerait en avoir fait sa priorité, enfin en théorie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette société inclusive devienne véritablement réalité? Déjà en parler, c'est-à-dire que c'est clairement les personnes en situation de handicap, c'est un sujet qui est absent de la campagne et absent globalement du débat public. Il y a un point financier. Le gouvernement a fait un effort en revalorisant l'allocation adultes handicapés de l'ordre de 100 € sur l'ensemble du quinquennat. Alors quand on regarde à côté les mesures d'économie budgétaire qui ont été faites sur la même AH, on n'est pas exactement à 100 €, mais bon bref. Mais il y a un sujet sur lequel le gouvernement a été ferme, malgré la demande de nombreux députés, c'est par exemple la conjugalisation de l'AH. Alors sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, vous êtes une personne en situation de handicap allocataire de l'allocation adulte handicapé. Le montant de votre allocation va dépendre des revenus de votre conjoint. Il y a un certain nombre d'associations et de parlementaires qui, à juste titre, notamment l'UNIOPS, a raison d'ailleurs, qui demandent à ce qu'on revienne sur cette mesure et qu'on dise bah non, c'est une allocation qui est censée cibler les personnes en situation de handicap, quel que soit le montant des revenus de leur conjoint, pour effacer cette dépendance aux revenus du conjoint. Ça, c'est le premier point financier qui, à mon avis, me semble assez simple à mettre en place. Le deuxième point, c'est un point plus de réflexion sur comment on considère les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Il y a un exemple qui est assez criant, qui date maintenant, il s'est passé plein de choses depuis, mais qui, en 2017-2018, au moment de la discussion sur la grande loi logement du quinquennat, qui s'appelle la loi Elan, le gouvernement a été très fier de dire on va baisser les coûts de construction, en revenant sur un certain nombre de normes, et notamment les normes d'accessibilité, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas 100% des personnes en situation de handicap qui achètent un logement neuf. Et donc on va revenir sur un certain nombre de normes pour faire baisser les coûts de construction. Ça dit quand même beaucoup, non pas, c'est pas une attaque contre le gouvernement en tant que tel, mais ça dit quand même beaucoup de la conception qu'on a de l'inclusion globalement. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut forcément être une personne en situation de handicap pour avoir droit à un logement accessible? Pas forcément. On peut avoir des amis en situation de handicap, des grands-parents en situation de handicap. Et puis on peut devenir grand-parent. On peut devenir aussi une personne en situation de handicap. Il y a une grande loi qui a été prise il y a maintenant plusieurs années en termes d'accessibilité dans les services publics. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de dire il faut revenir sur cette loi parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de personnes en situation de handicap. Pourquoi il faudrait que la poste soit accessible? Non. Or, on le fait sur le logement alors qu'on a un parc ancien qui est extrêmement peu accessible. Je trouve que des signaux comme ça dit beaucoup de comment les personnes en situation de handicap sont intégrées dans la société. C'est dommage. On pourrait envoyer des signaux un peu plus positifs, à mon avis. Très bien. Bruno Palier, justement, sur cette question du handicap, est-ce que déjà vous partagez le constat de Pierre Madec? Et puis, est-ce qu'il y aurait une piste que vous auriez en tête, justement, pour améliorer la situation de toutes ces personnes en situation de handicap et d'avancer plus à fond sur le chemin de la société inclusive? Moi, je rejoins évidemment les propos de Pierre et notamment d'essayer de favoriser l'autonomie. Je crois qu'on peut mettre ce mot en avant aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour d'autres dont nous allons parler. Et donc l'autonomie, c'est d'abord ne pas être dépendant du revenu de son mari, ne pas être dépendant d'autre chose. L'autonomie, c'est aussi l'accès à l'emploi. Une personne dans la vidéo le mentionnait. Je pense qu'on peut rajouter à ce qui a été dit le fait de mettre le paquet sur permettre
d'accéder à l'emploi. Toutes les personnes en situation de handicap qui peuvent accéder à l'emploi. Je voudrais juste rappeler qu'au Danemark, avant 40 ans, il y a très très peu de bénéficiaires de pension invalidité ou handicap. Au contraire, on met tous les efforts pour rassurer et assurer l'insertion professionnelle, l'autonomie. Ça rejoint d'ailleurs cette question du changement de culture, du changement de regard dont parlait Pierre Madec, puisque les entreprises là sont aussi visées. Bien sûr. Alors, un autre domaine très important qui a été évoqué d'ailleurs dans le film concerne la jeunesse. Alors, Jérôme en a aussi parlé, Jérôme Voiturier en a aussi parlé, puisque cette jeunesse a beaucoup souffert durant la crise. Et on a beaucoup insisté sur la souffrance psychologique, mais ce qui a, je pense, le plus marqué les esprits, c'est cette fameuse précarité de la jeunesse. Quelles seraient les mesures à envisager pour essayer d'atténuer un peu cette précarité incarnée par ces fameuses listes, files d'attente devant les banques alimentaires des étudiants? Alors, je crois qu'il faut quand même dire d'abord, comme l'a montré très récemment dans un ouvrage Camille Pony, c'est qu'il faut plutôt parler de les jeunesses que de la jeunesse. Ouais, mais chacune de ces jeunesses est touchée par une forme ou l'autre de difficultés, voire de précarité. Alors, celles qui ont été les plus visibles, et on ne s'attendait pas qu'elles soient en situation aussi précaire, ce sont les étudiants. Mais on peut rappeler qu'en France, les étudiants ne bénéficient pas d'aide, sauf si leurs parents eux-mêmes ont des difficultés ou sont sous un certain revenu. On pourrait remettre en avant ce terme d'autonomie. Il y a beaucoup de pays où on considère que faire ses études, c'est nécessaire pour sa réussite personnelle, mais c'est aussi complètement nécessaire dans une économie où les études et les qualifications sont indispensables pour la productivité générale, et donc considérer que la société doit apporter un soutien financier à tous les étudiants, quel que soit le revenu des parents. C'est ce qui fait dans les pays nordiques, c'est ce qui se fait de plus en plus en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est l'autonomie pour les étudiants. L'accompagnement, l'orientation, faire aussi en sorte qu'on réussisse plutôt qu'on échoue. Donc améliorer les filières courtes, plus de places, plus de suivi et d'orientation. Ensuite, on a les jeunes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi ou en formation, et là aussi, il y a souvent des problèmes de situation de précarité, de contrats courts, et là, on peut introduire plus de continuité. D'accompagnement, alors il y a la garantie jeune, mais la garantie jeune dont on nous annonce qu'elle doit être universelle depuis très longtemps, elle est toujours très limitée par rapport au fait que, alors les évaluations varient, mais il y a certainement plus d'1 million, voire 1,5 million de jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, et qui ne bénéficient pas ni d'une aide de l'État, ni de la garantie jeune. Et on revient sur ce que disait M. Voiturier, c'est qu'au nom de la crainte de l'assistance, on refuse toujours de permettre aux jeunes citoyens de 18 ans, qui ont le droit de vote, qui ont la responsabilité pénale, de recevoir une prestation sociale. Ce sont des mineurs sociaux, alors que ce sont des majeurs politiques, des majeurs pénaux. C'est vraiment quelque chose d'absolument incompréhensible que l'on persiste à ne pas vouloir aider les plus jeunes, qui sont pourtant l'avenir de la France et qui sont l'avenir de nos sociétés. Très bien. Pierre Madec, justement, peut-être sur ce dernier point de cette ouverture à une ressource pour ces jeunes entre 18 et 25 ans. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de RSA jeune, mais en tout cas, ça a été défendu par certains comme ça. Est-ce que cette mesure, elle est absolument primordiale? Non, mais Bruno a tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère les moins de 25 ans comme des sous-citoyens. On leur dit, vous n'êtes pas vraiment citoyen, vous n'avez pas accès à un certain nombre d'aides. Vous pouvez nous élire, mais par contre... Le filet, oui, c'est ça, vous pouvez voter pour nous, mais par contre, si vous voulez avoir accès à un certain nombre d'aides, il va falloir soit vieillir, soit changer de situation. Et on le voit par exemple avec le contrat d'engagement. Le contrat d'engagement jeune, c'est de dire, on va vous donner, c'est une grande révolution, on va vous donner un montant qui va être inférieur au RSA, et sous condition d'engagement, il va falloir nous montrer que vraiment vous êtes volontaire. Alors l'une des critiques, c'était évidemment de dire on crée une dichotomie entre les jeunes et les moins jeunes. Bon, le candidat président de la République a proposé d'élargir le contrat d'engagement jeune à tout le monde en disant en fait on va conditionner aussi le RSA à un certain nombre d'activités de formation de recherche. Donc de ce point de vue-là, on rétablit une certaine forme d'égalité. Mais il y a un vrai problème sur l'extension du matelas de protection sociale aux jeunes. Et au travers de ça, si on prend juste le cas des étudiants, il faut quand même rappeler que quand on regarde, quand on se félicite, et à raison d'ailleurs, comme le faisait un intervenant tout à l'heure, de la stabilité
stabilité du taux de pauvreté pendant la crise, on met complètement de côté le sujet des étudiants, parce que les étudiants ne rentrent pas dans les statistiques publiques de la pauvreté. Donc en plus d'être oubliés du système de protection sociale, ils sont même oubliés des statistiques publiques et de la mesure de la pauvreté, ce qui pose quand même question. Alors il y a tout un tas de problématiques de mesure, de ce qu'est vraiment le niveau de vie des étudiants. Il y a un vrai problème statistique derrière, mais il faut quand même rappeler que quand on dit on a stabilisé le taux de pauvreté, on ne parle pas du tout des étudiants qui ne rentrent pas dans le champ. Donc considérer toute cette population des jeunes et à l'intérieur des jeunes des étudiants comme une fois de plus des sous-citoyens qui ne mériteraient ni être publics ni de figurer dans la statistique publique, ça pose quand même un certain nombre de questions. Très bien. Un autre sujet aussi qui, je sais, vous préoccupe, Pierre Madec, c'est cette question de l'accès aux droits. On a un vrai problème en France aujourd'hui de non-recours, avec des taux de non-recours. Quand on en a discuté ensemble, vous m'aviez dit de l'ordre de 30% sur le RSA. Est-ce qu'il y a des pistes, il y a des choses qu'on pourrait envisager pour éviter justement que toutes ces personnes en situation de fragilité puissent obtenir les prestations auxquelles elles ont droit? Alors, il y a la question des prestations qui, au final, est assez simple à résoudre. C'est-à-dire, le président de la République en a parlé la semaine dernière, l'automatisation, on est capable de faire le prélèvement à la source. Donc, normalement, ce qui est proposé sous le terme solidarité, solidarité à la source est, de ce point de vue-là, assez facile à mettre en place et doit évidemment être mis en place. Il n'est pas normal que vous soyez aujourd'hui éligible à un certain nombre d'aides sociales et que, pour des raisons de complexité administrative, des raisons d'éloignement, parce qu'on ne parle pas beaucoup non plus de la fracture numérique, mais on sait bien que les personnes en situation de précarité, elles sont le plus souvent en situation de fracture numérique. Et donc, quand vous dématérialisez absolument tout l'accès aux aides, c'est un vrai problème sans aucun interlocuteur. Voilà, c'est un vrai problème pour des millions de personnes. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, les associations jouent un rôle majeur. Mais donc, on est capable de faire ça. Après, il y a tout un tas d'autres droits auxquels on a l'impression qu'on a accès assez facilement, mais il faut être bien clair que la fracture territoriale, par exemple à l'œuvre dans notre pays, fait que l'accès à la santé, l'accès à la justice, l'accès à l'emploi est largement entravé. Et de ce point de vue-là, l'accès au logement, évidemment, quand vous regardez qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui attendent un logement social aujourd'hui, alors certains disent « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a trop de gens éligibles, donc on va baisser l'éligibilité », mais le fait est qu'il y a tout un tas de gens qui sont en situation de précarité, qui attendent un logement social, il y a tout un tas de gens qui sont en situation de précarité et qui ne font même pas une demande de logement social parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont éligibles au logement social et que s'il n'y a pas des associations derrière pour les accompagner, ces gens-là sont en situation de non-recours total à un droit qui est le droit au logement. Et donc il y a un rôle central des associations, il y a aussi un rôle central de l'État pour essayer de remettre du service public là où on en a enlevé, pour faciliter l'accès au service public d'un certain nombre de ménages. Et puis il y a cette question évidemment de l'automatisation des aides qui normalement devrait faire consensus. Très bien. Bruno Palier, justement, sur cette question de l'accès au droit, du non-recours, Pierre Madec évoquait la nécessité justement d'accompagner toutes les personnes justement qui se trouvent démunies face à cette dématérialisation des prestations. Est-ce que ça rejoint pour vous les observations de Patricia Citreux qui disait qu'il va falloir investir justement sur ces métiers de l'accompagnement? Alors, je ne vais pas vous amener sur l'attractivité des métiers tout de suite, mais déjà sur cette question, est-ce qu'on peut prendre la question de l'accès au droit aussi par ce biais de l'accompagnement? Bien sûr, une des raisons, c'est l'éloignement, Pierre le disait, et l'éloignement, c'est aussi, il est construit par une administration qui attend qu'on vienne la voir. Ouais. Vous avez le droit, c'est gratuit, je vous donne un coupon, donc débrouillez-vous avec, venez me voir. Et ce que l'on sait, c'est que l'éloignement, il est aussi la difficulté à savoir, et donc c'est toute cette thématique de l'aller vers, d'essayer d'aller à la rencontre, de se déplacer, que l'administration se déplace, et que les associations les accompagnent. Je voudrais faire une remarque sur l'accès au droit. On parle de droit. Ce que l'on entend dans le discours gouvernemental actuel, c'est qu'on parle de moins en moins de droits sociaux et de plus en plus de mériter les choses. Puisqu'il faut d'abord mériter. Conditionnement. Voilà. Et donc on a de moins en moins de droits liés à la citoyenneté qui se sont construits au XIXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Et de plus en plus aujourd'hui, il faudrait croire que la protection sociale, ça se mérite. Qu'il y a des comportements, il faut travailler, il faut bien se comporter. Donc on perd la notion de droit. Et je voudrais rajouter, puisqu'on a bien entendu pourquoi il y a du non-recours, c'est l'éloignement, c'est la complexité. Mais il y a une troisième chose, c'est la peur d'être stigmatisé. C'est de ne pas vouloir se présenter comme pauvre ou dans le besoin. Et avec les discours ambiants, on comprend encore plus qu'un certain nombre de personnes qui sont en difficulté réelle hésitent et réfléchissent à deux fois avant d'aller demander
leurs droits, qui sont pourtant des droits, simplement par peur d'être stigmatisés par un discours ambiant qui n'est plus minoritaire, qui devient majoritaire quand le gouvernement en place ne cesse d'alimenter ce type de stigmatisation. Très bien. Alors avant de poursuivre nos échanges, je voudrais que nous écoutions une intervention de Florence Brault, qui est aide-soignante en EHPAD et qui évoque un autre sujet très important qui est la question de l'attractivité des métiers. On l'écoute et on en parle. Les défis pour les 5 prochaines années en matière d'attractivité des métiers, de mon point de vue d'aide-soignante en EHPAD, c'est, comme on dit, l'attractivité des métiers. Comment attirer les gens vers ces métiers du prendre soin et comment faire pour qu'ils y restent. Donc comment améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de rémunération et surtout la valorisation des carrières. Quand on est aide-soignante, on n'a pas forcément envie de rester aide-soignante toute sa vie. Le Ségur a amélioré notre rémunération, de même qu'il y avait eu la prime grand âge aussi auparavant. Donc en effet, il est plus confortable d'être aide-soignante aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Par contre, il y a une espèce de perte de sens, c'est-à-dire que on ne sait plus vraiment à quoi on sert. On est dans des soins répétitifs toute la journée, toute l'année. On ne soigne pas les gens, on en prend soin, on ne guérit pas les gens de la vieillesse. On ne guérit pas les gens de la démence non plus. Donc c'est une sorte de travail en continu, c'est un peu comme le jour de la marmotte. C'est une journée qui recommence à l'infini. Et au bout d'un moment, quel sens on donne à tout ça? Et est-ce qu'on peut encore y trouver du plaisir? Pour redonner du sens à notre travail, il faut qu'on sorte de cette espèce de vase clos où on se dit il faut plus de soignants pour mieux prendre soin. En fait, si je suis chez moi et qu'il n'y a que des médecins, des infirmiers, des kinés, des aides-soignants qui viennent me voir, ils vont prendre soin de moi, je vais être peut-être super en forme physiquement, mais je pense que je vais un tantinet m'ennuyer. J'ai aussi besoin de sortir, de faire des courses, de loisirs, d'activités, de vie sociale, de téléphoner à mes amis. Et ça, c'est pas du métier aide-soignant. Il faut pouvoir entourer la personne accompagnée de toutes les facettes de la vie sociale qu'elle avait chez elle. Et à ce moment-là, notre rôle d'aide-soignant prend un vrai rôle de soin et on retrouve la saveur du métier et la personne accompagnée retrouve la saveur de la vie. Alors Bruno Palier, on a vu cette vidéo qui évoquait directement cette question de l'attractivité des métiers. Ça reste cette attractivité des métiers de la solidarité, on l'a vu, il y a eu le Ségur, il y a eu la mobilisation de nombreuses associations sur cette question-là, notamment de l'UNIOPS. Mais pourquoi c'est si important d'investir justement dans ce domaine dans les années à venir? On parlait de politique à long terme, hein, on a parlé de la jeunesse, du grand âge. Est-ce que ça aussi c'est un bloc sur lequel il va falloir investir vraiment massivement pour le long terme? Bien sûr, puisque ce sont, moi je les qualifie de métiers d'investissement social, hein, s'occuper des autres, des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Ce sont des métiers qui contribuent au bien-être des personnes, mais qui contribuent au bien-être collectif. Je crois qu'on l'a bien vu pendant la période du Covid, hein, c'était les métiers essentiels. Essentiels, ça voulait dire qu'on ne peut pas s'en passer, sinon on meurt. Je crois qu'il faut le dire comme ça. Et donc c'est des gens qui font ces métiers, qui sont obligés de sortir de chez eux pour aller vers les autres, s'occuper des autres. Et pour autant, c'est des métiers dont on ne veut pas reconnaître la contribution au bien-être collectif, la productivité. Je crois que le mal vient de là. Il vient d'un certain nombre d'économistes qui veulent être convaincus du fait que ces métiers doivent prouver leur productivité pour mériter une bonne rémunération. Or, on ne sait pas mesurer la productivité de ce type de métier, des services d'une façon plus générale. On ne le sait pas parce qu'on continue de penser comme si on était dans une économie industrielle quantitative. Combien tu fais de choses à l'heure? Ce dont il est question ici, c'est de s'occuper bien des autres. Donc c'est la qualité qui est essentielle. Et pour l'instant, on ne sait pas bien mesurer la qualité. Du coup, on dit c'est pas productif. On n'est pas capable de s'en occuper plus de personnes à l'heure et des choses comme ça. Sauf les catastrophes qu'on a vues dans les EHPAD, bien évidemment, où on a essayé de mettre une pression quantitative sur les aidants, les soignants, et on a les catastrophes que l'on sait. Pour autant, ces métiers sont au service du bien-être des individus et de notre société, ils sont essentiels, et donc il faut une révolution mentale, y compris chez les économistes, mais Pierre est prêt à la faire, j'en suis sûr. Encore un changement de culture. Complètement, pour savoir, je dirais, valoriser la productivité, qualité de ces métiers-là, et leur contribution au bien-être collectif. Très bien. Alors Pierre Madec, est-ce que vous avez inventé les outils? Je ne sais pas si je vais révolutionner le système de pensée là maintenant tout de suite, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais je pense que c'est important dans ces métiers, alors on les appelle, c'est très à la mode d'appeler ça les métiers du care,
Oui, ou les métiers de l'humain. Voilà, pour éviter en effet de dire que c'est des métiers qui sont essentiels, sur lesquels on a largement sous-investi et sur lesquels il y a plutôt un désengagement de la puissance publique aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup délégué au privé ces métiers de la solidarité, du soin, avec du coup derrière des logiques qui ne sont pas des logiques qui sont compatibles avec l'objectif premier de ce type de métier qui est, comme Bruno l'a dit, prendre soin des autres. Prendre soin des autres dans un monde où il faut être rentable, productif, où il faut donc compter à la minute près quel temps on va passer chez tel patient, c'est pas compatible. Donc il faut assumer le fait que c'est pas compatible. Et quand c'est pas compatible et qu'on poursuit un objectif qui est un objectif de soins, de bien-être, et qui est l'un des objectifs poursuivis par la puissance publique, il faut, alors on va pas dire nationaliser tous ces métiers-là, mais il faut augmenter massivement les moyens de la puissance publique pour accompagner les gens qui travaillent dans ces métiers, pour les sortir de cette logique productiviste où, comme Bruno l'a dit, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que c'est pas possible. Si chaque minute passée de moins avec un patient, en fait, c'est de la productivité en plus telle qu'on la calcule aujourd'hui, on voit bien qu'on ne s'en sort pas. D'accord. Est-ce que sur ces outils de mesure, je me permets de poser la question parce que ça c'est très intéressant, à votre avis on a de l'espoir justement un jour d'arriver à mesurer tout l'apport de ces métiers économiquement? Est-ce qu'il faut vraiment avoir envie de mesurer l'apport? Enfin, est-ce qu'on a besoin de quantifier l'apport de ces métiers? On pourrait quand on quantifie... Non, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de faire en effet des analyses coût-bénéfice en disant « Ah oui, mais regardez, là en passant 5 minutes de plus avec un tel, du coup, j'ai amélioré son bien-être et donc on va valoriser le bien-être de cette personne et donc on va transformer ça en point de PIB. On peut aussi dire juste « non, ça se quantifie pas, ça se monétise pas. Et donc oui, il faut passer du temps, il faut accompagner les gens, il faut développer ces métiers de la solidarité parce qu'on va avoir je ne sais pas combien de millions de personnes dépendantes de plus à l'horizon 2050, qui a un accompagnement à avoir aussi sur la petite enfance qui est largement insuffisant, c'est-à-dire qu'on dit il y a beaucoup on a développé, on a créé des places en crèche, il faut voir dans quelles conditions, avec quelles conditions d'effectifs, avec quelles conditions de qualité de travail pour les gens qui travaillent dans ces établissements d'accueil de la petite enfance. Il faut peut-être juste sortir de cette logique. Alors c'est la solution de facilité. On me demande de réinventer le modèle. Moi, je sors du modèle. Mais ça peut être une solution. Ce qu'on peut quantifier quand même, c'est le pognon de dingue, pour reprendre cette expression, qu'on consacre aux exonérations de cotisations sociales qui vont en partie à ces emplois, et dont nous avons montré avec Clément Carbonnier dans l'ouvrage que vous citiez que c'est des exonérations qui ne créent plus d'emplois. Et que donc il faut en mettre toujours plus pour essayer d'obtenir quelques emplois, et que si on transvasait cet argent des exonérations de cotisations sociales qui sont compensées pour le budget de la sécurité sociale vers la création et le financement direct d'emplois de services aux autres, on pourrait créer beaucoup d'emplois, 1 million d'emplois à peu près sur les 36 millions que l'on pourrait faire d'économie des exonérations sociales. Ça, on peut le mesurer. D'accord, très bien. Donc déjà, on a peut-être une première outil de mesure. On va prendre une question peut-être internaute, alors qui porte sur la question du grand âge. Donc, c'est la dernière grande thématique. Le grand âge est un vrai défi pour la société dans les années à venir. Quel serait, vous l'avez évoqué, la question quels seraient les chantiers prioritaires pour le prochain quinquennat en matière de grand âge? Vous évoquiez justement ce vieillissement, ce mur démographique qui nous attend, c'est inéluctable, la société française va vieillir. Ça serait quoi les grandes priorités justement pour relever ce défi? Je vais faire la même réponse qu'au tout début, déjà en parler. C'est-à-dire que les sujets dont on a parlé là depuis le début, la jeunesse, les personnes en situation de handicap, le grand âge, c'est des sujets, avec le logement et tout un tas d'autres sujets, qui sont quand même globalement absents. Il y a eu un scandale qu'on a présenté pendant des jours comme c'est un scandale d'État, on a un système qui dysfonctionne, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu des propositions un peu solides sur le grand âge? Il n'y en a pas. Alors, on va l'évoquer en troisième séquence, mais j'ai pas l'impression qu'il y a... Voilà, est-ce qu'il y a une révolution du système en place? Il n'y en a pas. Il y a 20 ans, au moment de la canicule, il y a presque 20 ans, au moment de la canicule de 2003, on a mis en place la journée de solidarité. En disant, il y a un vrai problème d'accueil des personnes âgées dans notre pays. Oui, de mort sociale. Voilà, c'est pas normal que des gens meurent dans les EHPAD ou chez elles parce qu'elles ne sont pas prises en charge. Donc on fait la journée de solidarité.
La journée de solidarité, aujourd'hui, elle continue à avoir lieu. Elle rapporte à peu près 2,5 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on a l'impression que depuis 20 ans, ces 2,5 milliards d'euros ont permis d'améliorer massivement le système ? On n'est pas certain. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans les années qui viennent, et même à très court terme, d'investir, et là encore peut-être de sortir de cette logique qui voudrait que nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents soient accueillis dans des structures où l'objectif premier de la structure, c'est de faire des bénéfices, des profits. Tout comme certaines structures d'accueil de la petite enfance. C'est-à-dire que sans remettre en cause le capitalisme, ce n'est pas du tout le propos, mais il y a un moment où il faut avoir une réflexion en se disant ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'un système où, pour reprendre un exemple qui a circulé il y a quelques semaines, enlever des croûtons dans une soupe, ça permet d'être plus rentable, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est juste pas possible. Donc il faut remettre des moyens, il faut que la puissance publique se réaffirme sur le sujet, notamment du grand âge. Rappelons qu'on a réduit depuis le début du quinquennat d'un peu plus de 25 milliards d'euros les cotisations au travers de ce mécanisme qui est la bascule CSG cotisation. Du coup maintenant vous avez en tant que salarié sur votre fiche de paie une petite ligne disant que grâce à cette mesure, vous avez gagné 73 euros ou je ne sais pas combien de plus de salaire. On peut se féliciter pendant encore 5, 10, 15 ans de la baisse des cotisations. Il faut juste rappeler que la baisse des cotisations, ça veut dire moins d'argent dans les caisses, ça veut dire moins d'action de la puissance publique. Alors qu'il y a des besoins, il y a des besoins très importants sur le grand âge. Je vous dis, la baisse des cotisations, c'est 10 fois la journée de solidarité. Donc si on a besoin de moyens, on doit pouvoir les trouver assez facilement. Et sur le mur démographique dont vous parliez, s'il y a bien un mur qu'on ne pourra pas éviter, c'est celui-là. Celui du réchauffement climatique a l'air de plus en plus dur à éviter. Celui du grand âge, lui, on devrait se le prendre. Donc on peut attendre un nouveau scandale, une nouvelle canicule ou un nouveau scandale dans le privé comme on l'a entendu. On peut aussi prendre un peu les devants. Et de ce point de vue-là, les candidats à la présidentielle sont assez absent. Alors justement, est-ce que par rapport à cette réponse de Pierre Madec et de la nécessité d'avoir une réflexion collective justement pour faire face à ce mur, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais enfin au moins il a l'avantage d'être clair, est-ce qu'à votre avis il faut envisager justement un grand débat national sur cette question du grand âge? Il y a eu des discussions auparavant, mais il y a eu énorément de rapports aussi, donc limite, on sait ce qu'on doit faire maintenant. Parce que le débat national, on en a un tous les 7 ans, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, c'est entre 7 et 22 milliards. Si j'ai regardé les montants qui sont nécessaires. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord s'interroger sur l'usage qu'on a de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un peu d'argent qui est consacré au grand âge, qui consiste à avoir une assurance plus des aides de l'État pour donner de l'argent aux bénéficiaires qui eux-mêmes décident de se payer une EHPAD, une aide à domicile. Beaucoup de pertes en ligne en faisant ça. On retrouve ce système qui consiste à dire au privé pourquoi vous en occupez pas, je vais vous subventionner pour le faire. Ça donne Orpéade, ça donne ce type de choses. Et là encore, de l'argent, il en faut peut-être plus, mais déjà, optimisons l'argent que l'on consacre. Et au lieu d'aider le privé à faire des bénéfices sur le dos des personnes très âgées, pourquoi ne pas s'en occuper directement? Moi, ça fait une quinzaine d'années que je parle de service public de la petite enfance. On va parler de service public du grand âge. Je pense que c'est indispensable. La différence avec l'environnement, c'est que le grand âge, si on ne le prend pas en charge collectivement, ce seront les familles qui le feront. Et parmi les familles, on le sait très bien, ce sera principalement les femmes qui verront leur carrière rognée en fin de parcours, puisqu'elles devront s'occuper de leurs parents ou de leurs beaux-parents indépendants. Déjà qu'elles ont eu du mal après leur entrée sur le marché du travail au moment de l'arrivée de l'enfant. Donc on le sait que c'est un enjeu d'égalité homme-femme aussi, de prendre en charge collectivement le grand âge. Très bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages passionnants. On a pu prendre conscience lors de cette séquence justement des nombreux défis lancés à notre système de protection sociale, mais aussi des pistes qui peuvent être envisagées en matière d'autonomie, de jeunesse, d'accès aux droits ou encore d'attractivité des métiers. Mais au fait, quelles sont les propositions des candidats à la présidence de la République sur ces différents sujets? C'est ce que je vous propose de découvrir lors de notre prochaine séquence. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font.
c'est la banque des coopératives, Des associations, des mutuelles, des théâtres, des festivals, des syndicats, des fédérations sportives. des PME-PMI, On appelle ça des personnes morales. des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors ? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors ? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie, Le bio, les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand ? moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible.